Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Nos Mémoires, une émission un peu spéciale puisque nous l'enregistrons depuis le musée de Cluny au centre de Paris. Isabelle Variès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conservatrice de musée, une des conservatrices, et vous avez été une des organisatrices de l'exposition consacrée à la vie quotidienne au Moyen-Âge. C'est une exposition qui va durer 4 mois jusqu'au mois de juillet prochain, avant les grands travaux qui vont commencer au musée de Cluny et qui vont durer un peu moins d'1 an. C'est bien cela ? Oui, alors très précisément, nous allons fermer le 28 juin au soir, donc juste à la toute fin juin. Et en effet pour plusieurs mois, puisque notre réouverture est prévue au printemps 21, avec une proposition qui sera complète cette fois-ci, puisque nous avons réouvert depuis maintenant un peu plus d'1 an sous une forme réduite, avec un nouvel accueil et des propositions d'exposition semi-permanentes qui permettent aux visiteurs d'attendre la grande réouverture. Et la dite grande réouverture interviendra bien au printemps 2021, comme vous venez de le dire. Alors, la vie quotidienne au Moyen-Âge, c'est 200 objets qui sortent des collections ou qui sont déjà connus, ou ils ont un aspect un peu inédit? Tout dépend. Il y a nombre d'objets qui sont présentés, qui sont bien connus de nos visiteurs fidèles, soyons très clairs, puisque ce sont des œuvres qui, pour certaines d'entre elles, sont des œuvres importants quant à l'illustration des modes de vie au Moyen-Âge, et qui donc appartenaient déjà à notre parcours, et qui appartiendront également à notre futur parcours. Cependant, il y a des inédits, pour ceux qui sont curieux et qui connaissent nos collections très finement, puisque nous avons d'une part 2 acquisitions récentes qui sont présentées au gré des thèmes dégagés dans l'exposition, et que d'autre part, à l'occasion de ce regard plus thématique, nous avons sorti des œuvres de nos réserves qui ne sont pas vues ou plus vues depuis très longtemps. Donc, ils ne sont pas inédites au sens où il est impossible de les avoir jamais vues dans le musée de Cluny, mais qui sont vraiment nouvelles, j'allais dire, pour ceux qui les auraient déjà vues, ils sont venus il y a déjà longtemps. Donc, sur le corpus global de ces 170 objets, ça ne concerne qu'un petit lot, mais il y a quand même des nouveautés. Et puis surtout, vous savez, dans un musée, il y a l'objet en lui-même, mais j'allais dire comme un accrochage en peinture, mais c'est encore plus prononcé pour une vitrine. La logique de mise en regard des objets peut tout le temps varier. Et des objets qui certes sont déjà connus, mais qui sont présentés sous un angle précis dans un thème différent de l'habitude, on les revoit différemment. Alors, est-ce que l'historien, peut-être une question beaucoup plus généraliste, est-ce que l'historien a en sa possession beaucoup d'objets de ce type? L'historien, vous voulez dire par là le collectionneur? Non pas le collectionneur, mais le chercheur. Il a en sa possession, c'est le terme qui c'est-à-dire qu'elle à sa disposition. À sa connaissance, portée à sa connaissance. Exactement. Oui, alors oui, bien évidemment. Et vous savez, ce n'est pas du tout faire insulte à l'insigne collection du musée de Cluny que de dire, et d'ailleurs notre exposition en est le reflet, il offre un regard sur la vie quotidienne qui est un petit peu biaisé. Ça semble critique ce que je vous dis, mais c'est comme ça, c'est factuel. Puisque nous avons une collection qui est constituée d'énormément d'objets qui relèvent des arts décoratifs, collectionnés ou achetés par les conservateurs successifs sous un angle de fidélité à notre première collection, qui est résolument beaux-arts, dans un grand nombre d'approches, et moins archéologique au sens où on l'entend aujourd'hui. Cela parcourt toute l'histoire de nos collections, mais cela appartient aussi à notre instant contemporain dans les collections du musée de Cluny. Je n'en ai pas l'air, mais je suis en train de répondre à votre question. L'historien a à sa disposition, par le biais des collections archéologiques, qui sont de plus en plus nombreuses maintenant pour la partie médiévale. On peut dire que ça fait quelques décennies maintenant que l'archéologie médiévale est vraiment intégrée dans la recherche des historiens. Peut-être le fut-elle plus tardivement que pour les antiquisants, mais elle l'est pleinement. Donc, ce mobilier, puisqu'il s'agit d'objets mobiliers, que ce soit des meubles ou que ce soit des objets de la vie quotidienne, typiquement les objets de repas, les objets de soins du corps, appartiennent à nombre de collections
que l'on parle d'un petit musée de site, où il y a un ensemble archéologique d'une motte castrale, que l'on parle de Charavine, bien connu pour les périodes anciennes du Moyen-Âge vers Grenoble, que l'on parle des musées archéologiques, je pense par exemple au musée de Saint-Denis qui est tout près de nous, on a à notre disposition nombre d'objets. C'est pour ça que je vous dis que le regard peut sembler biaisé sur la vie quotidienne lorsqu'on regarde notre collection, parce qu'on ne répond pas forcément à toutes les questions auxquelles sont habitués maintenant les historiens de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Typiquement, je prendrai l'exemple du repas, il nous manque les écuelles en bois. Des écuelles en bois, il en existe dans les collections, y compris publiques françaises. Je vais citer un exemple que je connais bien parce que j'ai longtemps œuvré au musée de Metz. Et au musée de Metz, grâce à des fouilles subaquatiques dans la Moselle, les collections disposent pour le visiteur de ces écuelles en bois qui sont la principale manière de contenir la nourriture. Au musée de Cluny-Point, c'est vraiment des objets purs archéo qui n'ont pas eu l'honneur d'intéresser nos conservateurs successifs. Et supplémentairement, nous ne sommes pas dans le jeu des fouilles et des dépôts des fouilles du service régional d'archéologie pour des raisons très légitimes, qui est qu'il existe des musées d'archéologie plus scientifiquement archéologiques. Cependant, on a un atout, et on en fait montre dans l'exposition, c'est que dans notre périmètre, nous avons eu des fouilles médiévales dans les thermes antiques de Cluny. Pourquoi ? Parce que comme les structures antiques avaient été utilisées pour appuyer tout îlot médiéval, lequel îlot a été détruit au 19e pour rendre aux ruines leur apparence, dans la suite de toute cette politique liée à la volonté notamment de Prosper Mérimée de rendre les ruines à leur aspect initial, mais sont restés providentiellement pour nous quelques latrines, qui comme d'habitude sont l'or pour l'historien et l'archéologue, et les fouilles de ces latrines ont occasionné des découvertes de terre cuite et d'objets de vaisselle, de repas, que nous montrons dans l'exposition thématique, et qui font partie des objets relativement ou quasiment inédits de la dite exposition. Alors, habitat, art de la table, dévotion, soins du corps, jouets, jeux, instruments de mesure, lecture et écriture, c'est extrêmement complet. Une telle exposition, c'est sortir d'une vision d'un Moyen-Âge obscurantiste, d'un Moyen-Âge sale, d'un Moyen-Âge inculte. Espérons-le. En toute façon, toute la politique d'exposition du musée de Cluny, qu'elle soit temporaire ou permanente, concourt normalement à cette conclusion. Et là, on est en train d'enfoncer une porte qui est déjà fort heureusement largement ouverte. Cependant, vous avez raison, par l'angle de ces thématiques, nous montrons aussi à quel point finalement, il n'y a pas de progrès dans l'histoire humaine, donc il n'y avait pas un siècle, une série, un demi-millénaire d'obscurité, et là je prends pas tout le millénaire médiéval, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que notre représentation actuelle, même si elle traite parfois, par exception, de périodes très anciennes, quand nous avons voulu ouvrir le champ de la vision du visiteur à cela. C'est pour ça que vous avez par exemple 3 objets qui appartiennent à la civilisation copte dans l'exposition, 4 même. Mais c'est majoritairement des collections du XVe siècle que vous voyez dans cette exposition et qui sont le reflet de la proportion des collections du XVe siècle au musée de Cluny, qui sont beaucoup plus nombreuses. Et cette idée de combattre les idées reçues, elle se fait d'une part par le biais que vous venez d'indiquer sur des thématiques où l'on voit que oui, on prenait soin de son corps, oui, il y avait une pratique de l'écriture, etc., etc. Mais c'est aussi parce que ces thèmes se répondent assez bien entre eux. Et on voit que les choses s'intriquent. Je prends un exemple très simple, l'exemple du jeu de table dans la vitrine jeu, que j'ai volontairement séparé de jouets pour séparer l'univers ludique enfantin de l'univers du jeu de table. Et l'on voit placé à proximité de la logique instrument de mesure, mais aussi la logique commerce, à quel point tout simplement l'apprentissage de savoir compter, de savoir être stratège, de savoir mener un combat d'une certaine manière, même si c'est un combat symbolique sur un plateau, n'est pas sans être séduisant par rapport à la logique commerciale ou la logique scientifique. C'est ainsi que à un plateau de jeu répond très bien la belle tapisserie, l'arithmétique. Puisqu'on est sur les jeux, on va cette fois aller sur les jouets. Oui. Les premiers jouets, ce sont les soldats de plomb. Alors, les premiers jouets, ce ne sont pas les soldats. Dans l'histoire du jeu en général, ne me lancez pas sur ce sujet, parce que j'en ai fait un sujet d'exposition. Il faut remonter pratiquement, à partir du moment où l'homme sait compter, il joue. C'est notre intime conviction à tous ceux qui travaillent sur la chose ludique. Donc, on est à des milliers de millénaires
à plusieurs millénaires, avant l'époque actuelle. Pour ce qui est du Moyen Âge, le soldat de plomb apparaît assez tardivement, mais il est une invention du Moyen Âge. C'est ce que vous vouliez dire, je pense. Et il se trouve que le musée de Cluny a dans ses collections un soldat de plomb particulièrement ancien. Autant que je puisse le savoir, le plus ancien qui soit connu à ce jour, ce qui en fait vraiment une pièce exceptionnelle, puisqu'effectivement leur fortune post-médiévale est immense. C'est la mode du soldat de plomb. Ce n'est pas l'invention du combat sur un plateau, puisque tout jeu de plateau joue pratiquement sur l'allégorie de la guerre. Je joue ma vie. C'est Achille et Ajax qui jouent à l'arrière-plan de la guerre de Troie. Mais l'idée de miniaturiser dans le matériau plomb un petit soldat pour faire la guerre, pour jouer à la guerre, elle est médiévale, et il se trouve que dans les collections des petits plombs du musée de Cluny, il y a un des plus anciens. Pour moi, c'est le plus ancien à ma connaissance. Mais en tout cas, un des tout plus anciens soldats de plomb que nous connaissions encore aujourd'hui. Tous ces plombs que vous voyez, il y a aussi beaucoup de dinettes. On a joué à montrer une petite maison de poupée pour nos visiteurs. Sont des découvertes archéologiques qui sont très séduisantes, puisqu'elles sont des restes trouvés de gestes d'ex voto. On les jetait dans la Seine devant Notre-Dame. Et Arthur Forget, au XIXe siècle, lors de dragage de la Seine, récupère une sorte de motte qui faisait comme des hérissons, bourrés de plomb. Il a su bien identifier. Il les fouille, au sens où il a récupéré les mottes de terre, il a isolé. Et là, il met au jour une des plus grandes collections au monde de plomb, qui sont à la marge des jouets, comme ceux que nous montrons, et qui sont majoritairement des enseignes, parfois profanes, donc comportaient des petites broches comportées comme des pins, profanes au sens de sujets variés qui peuvent être courtois, qui peuvent être politiques aussi pour revendiquer l'appartenance à un parti politique, et qui sont très majoritairement des enseignes de pèlerinage. Nous en conservons des centaines, et ça fait du musée de Cluny un musée très spécifique pour montrer là, cette fois-ci, parce que c'est ce qui est beau dans le sujet de la vie quotidienne, ce qui plaît aux gens, c'est qu'on a l'impression de toucher à l'intime. C'est la magie de l'archéologie, comme je dis toujours. L'objet archéologique, ce qui est fantastique, c'est qu'il crée une proximité absolument directe avec quelqu'un qui surgit du passé. Pour moi, c'est ça qui fait que le grand public aime tant l'archéologie. Et ces petits plombs, ils en sont l'incarnation, et portés sur la chose du jouet, ils sont particulièrement émouvants. Parce que non seulement ce sont les formes miniatures des objets pour les grands, mais en plus ça crée dans notre regard porté sur eux cette sensation intime avec ces enfants. Alors j'ai trouvé intéressant de voir, on sort du jeu pour aller vers l'habitat de manière générale. Il y a un aspect très pragmatique dans l'utilisation, par exemple, du coffre, mais aussi, vous montrez bien dans l'exposition, un aspect ostentatoire. On montre ce que l'on possède à travers ce qu'on appellerait aujourd'hui un vaisselier, en fait. Oui, absolument, un dressoir. Alors c'est là, je vous disais tout à l'heure, que le regard peut être un peu biaisé. Notre collection est assez élitaire. Alors ça se comprend très bien. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous n'avons pas beaucoup d'objets qui sont issus des fouilles. La fouille, notamment la poubelle, que représente la latrine, parce que quand il faut assainir sa latrine, on jette ce qui ne sert plus, les rebuts. C'est l'or pour l'archéologue pour trouver des objets de peu. C'est même vrai pour les pièces de jeu dont on parlait tout à l'heure. Si vous en avez trouvé dans les latrines, souvent c'est de la tabletterie en os. Par contre, la pièce insigne en ivoire d'éléphant de jeu arabe, en général, elle est devenue reliquaire au Moyen-Âge. Et vous voyez, le musée de Cluny, c'est plutôt des reliquaires. Ça veut dire que notre regard répond très bien à notre série de tapisseries de la tenture de la vie seigneuriale, où les pièces, les unes derrière les autres, montrent les seigneurs en train de vivre. Vous évoquez là, et vous avez raison, notre volonté de montrer une forme d'évocation du dressoir avec un plat émaillé et un plat en céramique métallescente hispano-mauresque. Soyons clairs, c'était pas chez tout le monde. Mais ça appartenait quand même à la vie quotidienne d'une strate de la population qui pouvait s'offrir ce type de vaisselle assez ostentatoire, laquelle était d'ailleurs réservée à l'apparat et non pas à l'usage. Vous évoquiez précédemment le coffre, on peut parler aussi des tapisseries dans la même logique, c'est amener les visiteurs sur quelque chose qu'ils connaissent très bien dans l'imaginaire, par la littérature, par les images, mais qui, là aussi, grâce à l'objet, ils prennent la mesure de ce que ça signifie de devoir voyager, soit d'un château à l'autre, évidemment, ça c'est la grande, et c'est une réalité, en pliant et en rangeant dans le coffre, soit très simplement d'être dans une maison qui est pas bien grande, et qui
a une logique de changement de configuration. Et pour ça, on n'a pas trouvé mieux que le coffre, justement, pour pouvoir plier, ranger, manger dans une pièce, puis ensuite y mettre un baquet pour se laver, et puis ensuite y dormir, etc., etc. Donc il y a cette mobilité qui incarne l'idée du voyage, mais qui incarne aussi l'idée très pragmatique de devoir vivre. Par exemple, en hiver, dans la seule pièce à peu près bien chauffée, qui est isolée grâce aux tapisseries, avec le coffre dans lequel on sort et puis on range en fonction des moments de la journée et des moments de la vie quotidienne. Alors il y a des objets qui nous seraient au fond familiers, mais qu'on trouve étonnamment à l'époque médiévale, et j'en ai retenu un, c'est le cure-oreille, qui est au fond l'ancêtre de notre coton-tige, et là, cela relève du soin, des soins. Oui, alors là, la période médiévale, comme le plus souvent d'ailleurs pour beaucoup de choses qui occupent l'humanité, est une phase de transition entre ce qui appartenait à l'Antiquité et ce qui appartient au monde moderne puis contemporain, au sens où des cure-oreilles il y avait avant le Moyen-Âge. Et la forme, en fait, elle est pragmatique. Les archéologues ont trouvé des cure-oreilles qui appartiennent à l'Antiquité et c'est une forme de petite cuillère. Et préférentiellement en os, pourquoi ? Parce que ceux en bois ont dû disparaître à travers le temps, et que si c'est en métal, je vous laisse imaginer combien ça fait mal. Donc c'est toujours cette idée qu'il n'y a pas de progrès, et cette idée que des objets qui parfois, vous savez, en histoire de l'art, parfois, il y a un tropisme qui consiste à, même des historiens de l'art pratiquent cela parfois, ils disent c'est d'une étonnante modernité en regardant un objet, par exemple une œuvre d'art. Enfin, il y a pas de on pourrait le dire des poupées coptes, par exemple. Je suis sûre que certaines personnes vont dire devant les poupées coptes que nous exposons dans la vitrine des jouets, qu'elles sont d'une étonnante modernité dans la mesure où vous pourriez les installer au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et on penserait qu'elles sont inuites, par exemple. Mais c'est pas d'une étonnante modernité puisque c'est fait au moment où c'est fait. C'est simplement qu'il y a une forme de communauté d'idées sur les formes ou sur l'efficacité d'un objet. Le cure-oreille est en plein dans cette configuration, si j'ose dire, et c'est chose étonnante que de voir que effectivement les soins portés au corps se faisaient à peu près dans les mêmes modes opératoires, y compris dans les recettes qui étaient à l'œuvre, par exemple dans la cosmétique ou dans les onguents, et que cependant notre regard aujourd'hui est comme étonné. Et il y a aussi dans ce regard porté sur les cure-oreilles que vous évoquez la joliesse de la complémentarité en général du cure-oreille et de son extrémité, c'est-à-dire que non seulement on prend soin de soi, mais c'est une activité qui est suffisamment plaisante, et je dis ça tant pour les hommes que pour les femmes, c'est un moment qui compte. Et cela s'incarne par la joliesse de l'objet. Alors bien sûr, vous allez encore me dire, et vous aurez raison, oui, mais il y en avait certainement des pas beaux. Et ceux-là, effectivement, ils sont partis dans les poubelles. On a gardé les belles choses. Alors, au fond, quelles que soient les époques, il y a des besoins quotidiens qui ne changent pas. Existe-t-il malgré tout des objets qui nous étonneraient et qui n'existent plus aujourd'hui ? Je m'attendais pas à votre question. Si on accepte évidemment tout ce qui relève, je vous ai dit que le progrès, notamment en histoire de l'art, n'existe pas, mais il y a une dimension de modernité et d'invention technologique. Force est de constater qu'aujourd'hui, on s'éclaire un peu moins à la lampe à huile qu'au Moyen-Âge. Donc, on pourrait dire que dans la typologie de ce qui existe dans l'environnement, chandelier, oui, que vous envoyez dans l'exposition, les lampes à huile, mais tout le monde sait ce que c'est néanmoins. On a tous dans l'idée. Mais ça fait pas partie des objets qui sont aujourd'hui les plus sollicités pour faire de la lumière. Il y a l'absence, quasi-absence de la fourchette, sachant qu'il y avait des pics. Il y a des assiettes, non ? Il y a des assiettes qui sont en général souvent en bois et un peu à forme d'écuelle, ce qui s'explique par le type de nourriture qu'on mange. Il y a beaucoup de choses qui à l'œuvre sont des sortes de bouillies ou des soupes. Donc il est plus pragmatique, plutôt que des assiettes plates comme on les pratique aujourd'hui, d'avoir des assiettes un peu incurvées. En revanche, il n'y a pas de table, il y a des planches avec des tréteaux. Oui, voilà, oui, mais ça existe encore aujourd'hui. Mais oui, c'est toujours cette même logique de d'avoir des choses qui sont vraiment meubles pour de vrai, et mobiles. Donc il y a ça. D'où le non mobilier, absolument. Et des objets qui soient aujourd'hui, qui soient sans utilité aujourd'hui. Oui et non. On revient à les chauffe-mains, les petits braseros que vous voyez par exemple dans les dinettes. Il est clair qu'aujourd'hui les modes de chauffage sont différents, en tout cas dans les pays concernés par notre exposition, qui sont les pays occidentaux. Si vous vous déplacez dans notre civilisation, vous les avez toujours fortement à l'œuvre. En gros,
nos visiteurs doivent vraiment comprendre ce que sont chacun des objets qu'ils voient, parce qu'ils ont tous eu une vie, une fortune, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui pour qu'on en comprenne l'usage. Alors vous évoquiez tout à l'heure la mesure. Que mesure-t-on à l'époque médiévale? En dehors des échanges commerciaux, est-ce qu'on mesure le temps, par exemple? Évidemment. Alors on mesure le temps, là aussi, depuis très très longtemps, et simplement au Moyen-Âge appartient à une invention qui est celle de la mesure du temps, y compris quand on n'a pas le soleil. C'est quand même assez utile. C'est une invention monastique, et parce que l'utilité fait l'invention, et ça pouvait être assez pratique de pouvoir savoir où on en était du temps, la nuit, notamment pour la pratique des liturgies nocturnes. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, et plus précisément au XIVe siècle, émerge cette idée, à partir d'une quantification sur un temps donné à l'heure de midi, pour se retrouver à l'heure de midi suivante au soleil. Les scientifiques ont inventé un système de comptage du temps par le poids de l'horloge. Et ça appartient au champ des grandes inventions du Moyen-Âge. Donc pas la mesure du temps, mais la mesure du temps en dehors du soleil. Et nous avons dans nos collections certes un peu retouchées, parce que ce sont des objets mécaniques, donc qui ont servi longtemps, donc qui ont été restaurés pour servir, mais un exemple particulièrement ancien de l'horlogerie dans l'histoire des collections européennes que nous montrons dans l'exposition pour expliquer cette invention du comptage du temps au Moyen-Âge. Merci Isabelle Bardiès d'être venue au micro de Storia Voce pour évoquer donc ces regards sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Je ne souhaite pas vous quitter, chers auditeurs, non sans évoquer un classique de la littérature historique, La vie dans un village médiéval de Frances et Joseph Guies, un livre inédit en France et qui vient d'être traduit par les éditions Les Belles Lettres. Il s'agit là du 3e volet d'un triptyque, donc. Le premier étant consacré à la vie dans un château médiéval, le deuxième à la vie dans une ville médiévale, et enfin donc la vie dans un village médiéval. Frances et Joseph Guies ne sont malheureusement plus de ce monde. Ils forment un couple de médiévistes hors pair, auteurs britanniques donc de plusieurs ouvrages et notamment de best-sellers. Leurs livres sont riches d'anecdotes, de mille détails. Nous plongeons littéralement dans le quotidien de l'époque. Comment les champs étaient-ils cultivés? Comment s'habillait-on au Moyen-Âge? Quelles étaient les occupations au village? Quel rôle, enfin, jouait naturellement l'Église? Autant de questions auxquelles les deux auteurs répondent en soulignant, au fond, comment le système juridique médiéval, le code de conduite, posèrent les fondements de la civilisation occidentale. La vie, donc, dans un village médiéval, aux belles lettres de Frances et Joseph Guies. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, et même à la semaine prochaine, pour une nouvelle émission de Storia Voce.